Il est 14h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette question: Donald Trump va-t-il finir par reconnaître sa défaite? Il semble en tout cas faire un léger pas dans ce sens avec ce tweet ce matin, utilisant en tout cas le verbe gagner en parlant de Joe Biden, mais dénonçant toujours de la fraude. Nous essaierons de démêler ce grand flou avec François Durper dans un instant. Jean Castex évoquait une légère amélioration sur le front du Covid-19 ces derniers jours et pour la première fois, le gouvernement fait maintenant état de données chiffrées montrant une baisse de la tension hospitalière. Est-ce pour autant le début d'une baisse des contaminations? Pas aussi simple. L'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin en janvier prochain. Ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain, estime le directeur de l'agence. Et puis certains catholiques sont dans la rue ce dimanche. Des dizaines de rassemblements ont lieu dans toute la France pour réclamer la réouverture des églises fermées pour cause de confinement. Ils veulent que des messes soient à nouveau célébrées. Joe Biden a gagné, oui, mais Donald Trump continue de tweeter aujourd'hui encore. Il a notamment évoqué dans ce tweet, en prenant référence de Fox News, il a gagné en parlant de Joe Biden parce que l'élection était truquée. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec vous, François Durper, consultant États-Unis, BFM TV. À la faveur de ce nouveau tweet, le président cite donc Fox News. Il dénonce encore une fraude. Il pointe notamment à une société chargée de compter les votes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on est en train de commenter des tweets. C'est plus difficile de commenter les tweets de Donald Trump que de commenter des communiqués ou des conférences de presse où le message, il a été élaboré en équipe et où le message a une certaine stabilité. Là, des tweets, c'est plus compliqué parce que on a l'impression qu'on est un peu dans le registre psychologique, que Donald Trump est en train de lâcher prise, un peu comme s'il y avait des étapes du deuil. Et donc, vous avez un tweet qui dit Joe Biden a gagné, oui, mais. Et puis, un tweet qui laisse entendre qu'il est encore dans la combativité. En tout cas, ce qu'on peut relever des dernières heures, c'est qu'il semble quand même y avoir un glissement de « we will win », nous allons gagner, ça c'était encore le tweet d'hier. À ce tweet, Joe Biden a gagné, c'est la première fois qu'il le dit, mais l'élection est truquée. Ce qui ne veut pas dire que toute attaque juridique contre le processus électoral est éteinte, mais ce qui veut dire que quelque chose se passe. Et pour une raison simple, c'est que l'entourage de Donald Trump commence à faire son œuvre. Beaucoup autour de lui disent il faut commencer à tourner la page, à passer à la phase d'après. Ça veut dire, François, qu'il faut comprendre que Donald Trump reconnaît à demi-mot sa défaite? Oui, il faut comprendre qu'on n'aura pas à un moment donné un Donald Trump qui se présentera devant nous et qui fera un grand discours de pédagogie de la défaite, qui cherchera à réunir les Américains, comme l'avait fait l'ancien président Barack Obama il y a 4 ans, lorsqu'il avait dit au peuple démocrate, vous êtes déçus, mais c'est la démocratie qui veut ça. La démocratie, elle s'appuie sur le fait que le perdant reconnaisse sa défaite. Sauf que pour Donald Trump, c'est différent, parce qu'il n'a pas perdu l'élection, il est perdant. Si vous voulez, c'est presque ontologique pour lui. Perdre, c'est quelque chose de grave, mais être perdant, être un loser, c'est quelque chose de très grave. Heureusement qu'il a un entourage familial avec sa fille Ivanka, un entourage juridique également de certains avocats, pas Giuliani, mais d'autres avocats qui lui disent « ça va être très compliqué, c'est un trou de souris pour gagner », et un entourage politique qui lui dit « il y a la transition à assurer ». Et ce sont des questions de sécurité nationale qui se posent pour les États-Unis. Il faut finir par reconnaître la défaite. Merci François Durper, consultant États-Unis BFM TV. Cette question à présent dans l'actualité sanitaire. Allons-nous vers le début d'un espoir de la lutte contre le Covid-19 en France? Pour la première fois depuis le début du mois d'octobre, regardez, le gouvernement fait état d'une baisse du solde entre les entrées et sorties dans les hôpitaux, moins 208 en 24 heures, et en réanimation, moins 32 en 24 heures. Sur cette même période, ce sont, vous le voyez également, 359 personnes qui sont décédées. Céline Moncel nous a rejoint
la journaliste du service santé de BFM TV. Céline, ces données sont-elles suffisantes à dire que nous avons enfin dépassé le pic de l'épidémie? Eh bien non, puisque par définition, on reconnaît un pic lorsqu'on l'a dépassé, quand les courbes redescendent. Or, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que pour la première fois depuis le début de cette deuxième vague, le nombre total de patients hospitalisés pour Covid a effectivement baissé, ainsi que le nombre de patients en réanimation ou soins intensifs. Mais c'est une baisse enregistrée sur seulement 24 heures. Et si l'on remet ces chiffres en perspective, regardez, on parle seulement d'une diminution au total de 200 patients dans les services hospitaliers, alors qu'il y a toujours un nombre total équivalent au pic d'hospitalisation de la mi-avril. Même chose en réanimation, 4 855 patients. C'est un niveau très haut qui nécessite beaucoup de déprogrammation. Et les services de réanimation restent saturés dans de nombreuses régions, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. On l'a compris, la situation reste très tendue à l'hôpital, même s'il y a des indicateurs qui repassent au orange, si l'on peut dire. Les nouvelles hospitalisations, par exemple, elles progressent, mais plus lentement. 14% d'augmentation sur la semaine du 2 au 8 novembre. Même chose pour les réanimations, une augmentation de 17% sur cette même semaine, alors qu'on parlait d'augmentation de plus de 40% pour ces mêmes données sur la fin octobre. Et puis en amont, avant d'être admis à l'hôpital, les patients s'adressent généralement à leur médecin ou se rendent aux urgences. Et si l'on regarde là aussi les indicateurs, eh bien, ils sont en baisse. Début novembre, les actes d'SOS médecins pour des suspicions de Covid ont baissé de 18%. Le nombre de passages aux urgences pour le même motif en baisse de 3%. Donc en résumé, les indicateurs ne sont pas encore repassés au vert. On observe simplement les premiers effets du couvre-feu, peut-être un peu du confinement. C'est le fameux frémissement des courbes qu'attendait il y a quelques semaines le ministre de la Santé, Olivier Véran. On y est. Il va maintenant falloir que ces baisses se confirment dans les jours à venir. Alors seulement, peut-être, on pourra dire que le pic est dépassé. Merci beaucoup Céline pour ces précisions. Du léger mieux, donc en tout cas, c'est ce qu'on voit, peut-être les résultats effectivement de ce couvre-feu puis de ce second confinement. En tout cas, l'espoir de vaincre le Covid-19 passe aussi par les recherches mondiales sur le vaccin et il faudra qu'au moins la moitié de la population européenne se vaccine pour faire décliner la pandémie. Oui, l'Agence européenne des médicaments prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin d'ici la fin de l'année, émis sur un vaccin distribué en janvier. Comment s'assurer qu'il soit sans effet secondaire sur la population? Élément d'explication de Cécile Cherchinski, qui est directrice de recherche en immunologie à l'INSERM. Ce vaccin, comme tous les autres vaccins, ont fait l'objet d'essais cliniques de tolérabilité et d'innocuité et ont montré un profil de sécurité acceptable, pas d'effets secondaires sérieux majeurs. Maintenant, il faut savoir que la plupart des effets secondaires sévères, heureusement rares, n'apparaissent que après ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire le post-licensing, lorsque le vaccin a été déployé en population. Donc, il est trop tôt pour se prononcer sur la sécurité du vaccin lorsque déployé à grande échelle. Beaucoup de nuances, en tout cas, dans tout ce qui touche à la lutte contre le Covid-19. En tout cas, il y a un chiffre que martèle l'exécutif, Emmanuel Macron en particulier, c'est ces 5000 cas par jour positifs de Covid sous lesquels il faudrait passer pour peut-être voir le bout du tunnel. Qu'est-ce que ça représente? Oui, alors c'était effectivement l'objectif fixé par le chef de l'État au moment où on a décidé du nouveau confinement. En tout cas, cet objectif, on peut le dire, il ne sera pas atteint au 1er décembre. Ça, c'est une certitude. Rappelons qu'hier, on comptait tout de même 32 000 nouveaux cas positifs enregistrés, alors qu'on est en période de confinement. On est monté, c'est vrai, jusqu'à plus de 60 000 cas par jour fin octobre, mais on est très loin de cet objectif de 5 000 cas jour qui permettrait notamment de pouvoir tracer correctement les malades. En tout cas, Santé publique France note un léger ralentissement de la circulation du virus, ça c'est vrai. Le nombre de nouveaux cas confirmés a diminué de 14% la première semaine de novembre avec 286 000 nouveaux cas et un taux de positivité des tests de 21%. Mais dès l'annonce en fait du nouveau confinement fin octobre, on savait que cet objectif il n'était pas atteignable. C'est ce que disait le président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy qui disait qu'un mois ne suffirait pas. Pour lui, le scénario à privilégier était plutôt d'avoir un confinement d'un mois, puis de regarder les différents marqueurs, puis de sortir du confinement très progressivement, par exemple par un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le jour de l'an et n'en sortir que début janvier. Pour le président du Conseil scientifique, il estimait que le chiffre de 5000 nouvelles contaminations par jour serait atteignable seulement à ce moment-là.
Merci beaucoup Céline. Marine Le Pen était l'invitée de BFM Politique à la mi-journée concernant le vaccin. Les citoyens sont libres, a affirmé la présidente du Rassemblement national. Écoutez. Moi je dirais à nos concitoyens qu'ils sont des citoyens libres. Et que par conséquent, c'est à eux, en leur fort intérieur, de décider s'ils souhaitent se vacciner ou s'ils ne souhaitent pas se vacciner. Je vais d'abord attendre de voir ce qu'il en est de ce vaccin. Moi, en ce qui me concerne, je me vaccinerai, mais je ne forcerai personne à se vacciner. Parce que je considère qu'on est en liberté. Dans l'actualité liée au Covid, il y a également ces manifestations nombreuses de catholiques aujourd'hui en Corse contre l'interdiction des cérémonies religieuses à cause du contexte sanitaire. À Paris, le rassemblement prévu à 17h devant l'église Saint-Sulpice a été interdit par la préfecture, expliquant qu'un événement récent vendredi n'avait pas respecté les mesures sanitaires. Mais vous le voyez, à Bordeaux, à Rennes, à Lyon ou encore à Nantes, des manifestations se sont, elles, bien tenues. Les détails sur ce dernier rassemblement nantais avec Thomas Herman. Malgré le mauvais temps, les catholiques nantais étaient au rendez-vous ce matin sur cette place à Nantes pour demander le retour des messes en France. Manifestation autorisée par la préfecture, mais non pas sur le parvis de la cathédrale de Nantes, mais ici sur cette place Graland, dépourvue d'édifices religieux. Ces manifestants nantais, nous les avons rencontrés. Je vous propose de les écouter au micro de Sonia Reynaud. C'est très important parce que nous devons manifester pour la lutte, pour le retour des messes. C'est une liberté qu'on nous supprime. Et je pense qu'il est très important de défendre nos libertés en ce moment. C'est très important de maintenir sa foi. On a besoin de ça pour vivre pendant cette période très dure. Des alternatives ont été trouvées ici par le diocèse de Nantes. Chaque dimanche, des messes sont célébrées par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. Chaque fidèle peut regarder la messe depuis son ordinateur, elle est célébrée par l'évêque de Nantes. Sachez également que demain aura lieu une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va recevoir l'ensemble des représentants des cultes français pour évoquer la situation et négocier un possible retour des célébrations en France. Et nous sommes en direct avec Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous vous dites opposé à ces manifestations contre l'interdiction des cérémonies religieuses, mais comprenez-vous tout de même les motivations avancées par ces paroissiens et ces fidèles catholiques? Alors je pense qu'en cette période où un effort est demandé à toute la population pour lutter contre cette épidémie, la mission est... Une bonne façon de se manifester comme catholique, c'est d'être en tenue de service plus qu'en tenue de combat. Je pense que voilà, il nous faut que nous prenions, comme disciples du Christ, notre part de la souffrance de toute une société pour résister à cette épidémie. Ce qui ne veut pas dire effectivement, et je comprends ce désir de retour de la messe, bien sûr, j'ai beaucoup dialogué avec les personnes qui, en tout cas à Valence, organisent cette manifestation. Mais je pense que c'est pas la bonne manière, c'est pas le bon signe à donner. Je crois que ça risque d'ailleurs d'être souvent même compris à l'inverse de ce qui les habite profondément. C'est la raison pour laquelle vous invitez ces fidèles à la patience. Quelles sont peut-être les alternatives qui sont possibles pour permettre tout de même à ces personnes d'exprimer leur foi en toute sécurité en attendant? Oui, tout à fait. J'invite vraiment à la patience parce que voilà, il y a les dialogues avec le gouvernement qui continuent, en particulier donc demain avec le ministre de l'Intérieur et avec les cultes. Et donc nous avons aussi, pendant ce temps où, pour des raisons graves, la messe a été suspendue, eh bien la possibilité de suivre soit avec les moyens numériques qui ont été, il y a eu beaucoup de créativité dans les paroisses, mais aussi dans les familles, il y a la possibilité de vivre des temps de liturgie familiale. Finalement, ça permet aussi aux familles et à des personnes peut-être seules, mais de redécouvrir aussi comment chacun est aussi appelé à vivre sa foi et à en rayonner. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres. Je pense que le signe à poser, c'est aussi cette fraternité, ces liens. Alors ça, c'est moins visible, ça fera moins la une des journaux, mais je pense que c'est quelque chose de réel, vécu dans les communautés, vécu dans la discrétion, avec le Secours catholique, avec d'autres initiatives, ça et là, de fraternité, et qui découlent vraiment profondément de la foi au Christ, qui voilà, nous montre comment réagir dans les temps d'épreuve. Dieu ne nous abandonne pas dans les temps d'épreuve. Et le Christ a
à supporter ce qui peut être à certains moments des injustices, mais avec une autre attitude, quoi. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On reparle de cette soirée clandestine qui a viré en un possible foyer de contamination au Covid-19. Ça s'est passé à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Placé plus de 300 personnes dans un pavillon, sans geste barrière et malgré le confinement, et dont une au moins est positive au virus. C'est ce qui s'est passé donc vendredi dans le Val-de-Marne. Reportage sur cette bombe sanitaire à retardement de Damagassa. Quentin Trigodet avec David Dunal. Sur cette vidéo amateur, de la musique et des dizaines de personnes en train de danser. Dans la nuit de vendredi à samedi, cette villa a été le terrain de jeu de plusieurs centaines de fêtards. Dans cette fête clandestine, aucun geste barrière n'est respecté. Sur des vidéos amateurs, on voit plusieurs personnes dans un lieu clos, sans masque ni distanciation physique. Cette soirée irrégulière intervient en pleine période de confinement et une personne positive au Covid-19 participait à la fête selon la préfecture de police. Dans un communiqué, les autorités invitent tous les autres participants à se faire dépister. L'événement pourrait devenir un important foyer de contamination. C'est typiquement dans ce genre de lieu où il n'y a pas le masque, où on est confiné, où les gens chantent, dansent et postillonnent à tout va, qu'on se contamine. Donc effectivement, c'est irresponsable. D'où l'impératif pour les autorités de retrouver au plus vite les participants. Il faut absolument repérer tous les gens qui étaient à cette fête, les tester, regarder, voir quels ont été leurs contacts, en particulier la personne qui était positive. C'est très important parce qu'il faut vraiment couper absolument cette chaîne de contamination. Selon le maire de la ville, ce n'est pas la première fois que cette villa accueille une soirée de ce type sans respect des gestes sanitaires. La municipalité annonce qu'elle portera plainte ce lundi. Et dans le même temps, on vous parle de cette nouvelle initiative d'un maire pour soutenir les commerces de sa commune face à la fermeture de leurs magasins. À Évreux, par exemple, le maire Guy Lefranc a décidé d'offrir un bon d'achat utilisable dans le centre-ville par chaque foyer. Adrien Portron avec Paul Biloquet. Alors que le centre-ville d'Évreux est à l'arrêt, le maire de la ville, Guy Lefranc, a une idée. Offrir à tous les foyers un bon d'achat de 20 € avec un objectif. Pousser les Évreuiennes et les Évreuiens à aller vers le centre-ville, à faire leurs courses et surtout leurs achats de Noël dans le centre-ville d'Évreux. C'est la vie des commerces qui est en jeu, c'est la survie de nos centres-villes qui est en jeu sur des décisions, encore une fois, qui ne sont pas justifiées sur le plan sanitaire. Cela représente plus de 400 000 €. Cette somme vient du budget événementiel de la ville. Car avec l'épidémie, cette commune a dû annuler plusieurs festivités cette année. Là, on a des petits sacs pour conserver la salade. Nathalie Feuilly fait partie des rares commerçants du centre-ville à encore ouvrir son magasin. Pour autant, ses ventes sont en forte baisse. Alors l'idée d'un bon d'achat l'émerveille. Ça représente une bouffée d'oxygène. Les gens vont venir les dépenser dans nos petits commerces plutôt que d'aller dans les grandes surfaces. C'est une aide qui n'est pas négligeable tout de même. Car depuis plusieurs années, le centre-ville d'Évreux a de plus en plus de mal à attirer ses habitants. Face à cette annonce, ce commerçant, même si heureux, reste résigné. Ça va aider, ça va peut-être promouvoir un flux supplémentaire dans les centres-villes, mais ce n'est pas non plus ce qui va sauver les centres-villes. Malgré le confinement, ces bons d'achat seront utilisables en click and collect et valables jusqu'au 31 mars 2021. C'est demain que débutera à Vesoul le procès de Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia, des faits qui remontent à l'automne 2017 et qui ont ému la France entière. Invité d'affaires suivante cet après-midi, l'avocat de Jonathan Daval évoque la révélation d'éléments nouveaux lors du procès. Il s'est très peu exprimé en réalité dans le dossier. On l'a beaucoup interrogé sur les faits, puisqu'il les a reconnus, mais ça a été très court. Ensuite, il les a contestés. Ça a pris une grande partie du dossier de revenir sur ses aveux. Il a de nouveau avoué et il n'y a pas eu beaucoup d'explications suite à ses aveux. Il est naturellement angoissé comme n'importe quel accusé qui doit comparaître devant une cour d'assises, mais il est dans l'état d'esprit de collaborer, participer à son procès et d'essayer de dire tout ce qu'il a à dire pour qu'on approche au plus près de la vérité. Et à l'occasion de l'ouverture de ce procès demain, BFM TV diffusera lundi et mardi à 21 h sa première série consacrée à l'affaire. 2 soirées, 4 épisodes pour savoir qui est Jonathan Daval, comment les enquêteurs ont remonté la piste jusqu'à lui et s'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Un récit proposé par les équipes de Ligne Rouge.
On parle espace à présent. SpaceX lancera ce soir depuis les États-Unis 4 astronautes vers la Station spatiale internationale, 3 Américains et un Japonais. Ce vol opérationnel fait suite à la mission de démonstration réussie de mai à août, lors de laquelle 2 astronautes américains ont été emmenés dans l'ISS puis ramenés sur Terre sans encombre par SpaceX. Et puis sur le sol ferme, ici, ça y est, Lewis Hamilton entre dans la légende. Vainqueur aujourd'hui du Grand Prix de Turquie, le pilote britannique remporte son 7e titre de champion du monde de Formule 1. À 35 ans, le coureur Mercedes égale donc le record mondial de Michael Schumacher. On fait un point sur la météo tout de suite avec Virginie Nielsen. Votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Un temps bien agité dans toutes les régions du nord-ouest pour ce dimanche après-midi. Un fort coup de vent qui concerne notamment la Bretagne. Ici, vous le voyez, l'image donc de la webcam qui tremble avec un risque de vague submersion attendu sur les départements donc situés sur les côtes de la Manche, mais de la Bretagne, puisque nous sommes dans un contexte de fort coefficient de marée de 102 à 107. Donc, grande prudence puisque les vagues pourraient dépasser 5 à 6 mètres. Perturbation très active qui est en train de traverser le pays. On la voit ici en bleu, ce sont donc les précipitations. Cet après-midi, elles se situent de la Gironde en remontant vers les Ardennes en passant par la région centre et le bassin parisien. Mais retour au calme pour la journée de lundi et ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec l'anticyclone qui revient par le sud-ouest. Donc synonyme de quelques belles éclaircies quasiment partout excepté, c'est vrai, où on aura ce ciel un peu plus nuageux du massif central vers les Pyrénées, mais aussi ce régime d'averses dans le nord-est. Le vent, vous l'aurez vu, aura nettement faibli avec tout de même encore des rafales jusqu'à 60 km/h. Mais retour du Mistral et de la tramontane qui va dégager le ciel dans le sud-est où ce sera plutôt une belle journée avec le soleil qui sera au rendez-vous. Très peu d'évolution dans le courant de l'après-midi, si ce n'est les éclaircies qui vont revenir aux abords du massif central. On aura toujours du vent près de la Grande Bleue et toujours ce ciel chargé dans l'est du territoire. Les températures en matinée, ça se rafraîchit un petit peu mais ça reste encore très doux. On aura 11 degrés au meilleur de la matinée dans les rues de Paris, 12 à La Rochelle ou encore du côté de Biarritz, Perpignan ou encore Nice et Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, même chose, les températures sont en baisse surtout sur la moitié sud, mais on restera encore 3 degrés au-dessus des valeurs de saison. C'était votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Inédit BFM TV, la première série documentaire sur l'affaire Daval. Il est manipulateur, il est caméléon. 2 soirées, 4 épisodes, 4 personnages. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois sans le savoir. Daval, la série. Demain et mardi, 21h sur BFM TV. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Nous sommes un lien qui n'oublie personne et surtout pas les plus fragiles. Un lien qui restera toujours solide, même dans les moments difficiles. Un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes Aesio. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Avec Peugeot Direct, découvrez toutes nos nouveautés et dialoguez avec nos experts depuis chez vous sur Peugeot.fr. Et en ce moment, profitez d'une offre exclusive pour toute commande à distance. Dans votre téléphone, il y a plein de choses qui comptent pour vous. Mais entre nous, il y en a aussi pas mal qui vous font perdre du temps, voire de l'argent. Avec Omax pour moi, jouez la carte de l'utile. Une carte à 0 € qui regroupe toutes les autres, avec le paiement XP, quelle que soit votre banque, des services et du cashback. C'est malin et 100% français. Téléchargez gratuitement Omax pour moi. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire.
te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres, et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Et la salle de bain. Bien dans son jus, hein, comme je vous disais. Je m'y vois déjà. Oui, je comprends. Bon, vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. On y va ? Réparer, rénover, les yeux fermés. Mesdépanneurs.fr, une solution NJ. C'est la 3e fois cette semaine que vous leur faites des pâtes. Et ça commence à faire beaucoup de pâtes. Ne devenez pas un papate. Kitok, c'est 16 nouvelles recettes chaque semaine. Tous les ingrédients frais et les fiches recettes livrées chez vous. Kitok, le panier à cuisiner. Grand-mère, c'est aussi faire un bon café en dosette souple. A-t-on encore envie de placer son argent sans savoir comment il est placé? Choisir Maïf, c'est choisir d'agir pour l'emploi et l'environnement avec l'épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que des jumeaux quoi. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Allez, grimpe! Faites le plein d'émotions sur OCS. You're gonna love it. We should scream! Des séries exclusives et diffusées en ES+24. Des films inédits à consommer où vous voulez, quand vous voulez. Quoi? Mais oui, bravo! OCS, vous êtes fan. Nous aussi. S'engager, toujours s'engager. Parfois j'ai l'impression d'être pieds et poings liés. On peut peut-être couper le cordon, non? Soyons libres. Libre, mais entre de bonnes mains. Avec NG Home Service, l'entretien de votre pompe à chaleur ou de votre chaudière, c'est sans prise de tête et vous partez quand vous voulez. J'agis avec NG Home Service. Invictus, parfum pour homme de Paco Rabanne. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. Jusqu'à 100 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 15h. A-t-on atteint le pic de l'épidémie de cette deuxième vague de coronavirus? Pour la première fois depuis le début du mois d'octobre, le nombre de personnes en réanimation était hier en baisse par rapport à la veille. Les Européens pourront-ils être vaccinés contre le Covid dès janvier prochain? C'est en tout cas ce que projette l'Agence européenne des médicaments. Reportage à suivre. Donald Trump va-t-il enfin reconnaître sa défaite? On semble s'en rapprocher. Le président sortant semble en tout cas faire un léger pas dans un tweet ce matin. Joe Biden a gagné car l'élection était truquée, dit-il. Nous serons à Washington dans ce journal avec Pauline Simonet, notre correspondante.
Et puis cette alerte météo en France, 5 départements du nord-ouest sont placés en vigilance orange vague submersion. Virginie Nilsson sera avec nous dans un instant. C'est un élément important pour cette deuxième vague de l'épidémie de Covid en France. Pour la première fois depuis le début du mois d'octobre, le nombre de personnes en réanimation était hier en baisse par rapport à la veille. Vous voyez, c'est le solde, la différence entre le nombre d'entrées et de sorties. Alors le pic a-t-il été atteint ou faut-il parler de plateau? On voit ça avec David Dunal et Loïc Gazard. Ce sont des chiffres encourageants. Entre hier et avant-hier, le nombre de sorties à l'hôpital pour Covid est supérieur au nombre d'entrées. Ainsi, le nombre total de personnes hospitalisées pour Covid est en baisse de 208 personnes par rapport à la veille, pour un total de 32 468 patients. La tendance est également à la baisse pour le nombre total de personnes en réanimation. Des chiffres qui arrivent après 2 semaines de confinement national et le couvre-feu qui l'avait précédé. Je pense que personne n'aurait imaginé qu'un confinement partiel, si je puis dire, soit efficace comme celui extrêmement drastique, et notamment sur un plan économique qu'on a connu au mois de mars-avril. Et en cela, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose où on a un semblant de vivre avec et qu'on a des moyens de réaction face à cette épidémie qui sont efficaces et qu'on peut la contrôler, semble-t-il, y compris même, pour le moment, dans l'attente d'un vaccin. Si cette diminution du nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation est encourageante, certains attendent encore quelques jours que la tendance se confirme. Il est probable que le pic soit la semaine prochaine. Par contre, le nombre d'entrants tous les jours commence à se tasser. Et très probablement, donc la semaine prochaine, le nombre de sortants pourrait être supérieur au nombre d'entrants. Et on verra le nombre total de patients en réanimation décroître. Le nombre de décès est également en recul par rapport à la veille, mais il reste à un niveau élevé. 359 personnes sont mortes du Covid-19 hier. Patrick Berche est avec nous. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM TV, membre de l'Académie nationale de médecine et ex-directeur de l'Institut Pasteur. Le pic a-t-il été atteint, selon vous, ou est-ce qu'on peut parler de plateau ? On est presque au pic, semble-t-il, comme vous le disait cet intervenant, d'ici une semaine à peu près. Et après, ça devrait baisser si les mesures barrières sont maintenues. C'est-à-dire qu'on a fait le plus dur, on a passé le plus dur là ? On a passé le plus dur, mais la marche reste longue. Parce qu'on n'est pas débarrassé du virus. En tout cas, c'est un début d'amélioration. Est-ce qu'on peut pour autant attribuer cela aux effets de ce dernier couvre-feu suivi il y a 2 semaines Il y a vraiment un lien de cause à effet évident. Hein. Les gens sortent moins, il y a des contraintes quand même assez importantes. Donc, à mon avis, il n'y a aucun doute que c'est les mesures de confinement, même si elles sont partielles, qui font cela. Mais elles sont suffisantes pour atteindre l'objectif de passer en deçà des 5000 cas positifs par jour que l'exécutif se fixe. On devrait, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais on devrait voir une lente diminution maintenant. On a vu depuis quelques jours, il y a quand même nettement une diminution de l'incidence nationale et de l'incidence régionale. Donc c'est bon signe. Alors il y a aussi la question du vaccin, bien sûr. Alors que le vaccin Pfizer s'annonce prometteur, l'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin en janvier. Et ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain. C'est ce qu'estime le directeur de l'agence, Marine Scherer. Donner le feu vert à un premier vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année pour une distribution à partir de janvier. C'est ce que prévoit l'Agence européenne des médicaments. Si les données sont solides, précise son directeur. Un timing cohérent pour certains chercheurs, très serré pour cet infectiologue. Sur le vaccin ARN de Pfizer. Combien de personnes âgées ont été vaccinées? Combien de personnes diabétiques? Combien de jeunes? Combien d'hypertendus? Donc il y a quand même un certain nombre de choses à savoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il passe par les fourches codines des autorités sanitaires. Pour ça, les données préliminaires concernant ce vaccin ont été transmises à l'Agence européenne des médicaments et à l'ANSM, l'agence qui examine les demandes d'autorisation de mise sur le marché en France. Si les résultats sont prometteurs, il reste des inconnus. Est-ce que ce vaccin va protéger contre la maladie ou contre l'infection et la transmission de cet agent? Et on ne peut pas le dire à ce stade. Ce que le rapport et les communiqués de presse du partenariat Pfizer-BioNTech montrent, c'est une diminution de la fréquence des gens infectés qui ont reçu ce vaccin par rapport à un placebo.
Et même après accord des autorités sanitaires, il restera un défi logistique colossal, celui de produire, acheminer et distribuer assez de vaccins. L'Union européenne a signé un accord pour obtenir 300 millions de doses. Mais tout le monde ne pourra pas être vacciné en même temps. Les catégories exposées, comme les personnes âgées ou encore les personnels de santé, devraient être prioritaires. Patrick Berche, dans ces conditions qu'on vient de voir dans ce reportage, est-ce qu'on peut être confiant sur cette distribution en janvier qui a été annoncée par l'Agence européenne des médicaments? Alors d'abord, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une coordination européenne. Une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs vaccins qui vont presque en même temps être disponibles. J'ai quelques doutes sur la disponibilité du vaccin en janvier, mais je veux me tromper, je souhaite me tromper. Ça vous paraît trop court comme laps de temps? Ça me paraît très court, et puis le vaccin AstraZeneca est un vaccin ARN très fragile qui nécessite une infrastructure avec une congélation en moins 70, moins 80 degrés. Il faut l'organiser. Les Allemands sont en train de l'organiser, je pense qu'on est en train de le faire en France. Ça peut mettre plus de temps, combien de mois selon vous? Moi, je pense que ce sera difficile d'avoir accès, en tous les cas, pour l'ensemble de la population, avant juin ou septembre. Au-delà de la disponibilité, il va y aussi avoir un autre problème, c'est qu'il va falloir convaincre notamment les Français. 50% d'entre eux se disent défavorables à l'usage de ce vaccin. Il va falloir les convaincre. Comment faire? Oui, mais ça ne m'étonne pas que 50%, c'est pas si mal que ça. Avec toutes les incertitudes. Imaginez-vous, je suis en train de discuter avec vous sur un communiqué de presse. On ne sait pas, on dit 90%, il y a 100 personnes qui ont, 5 ont été vaccinées et 90 ou 10 ont été vaccinées, ont fait le Covid et 90 n'ont pas fait le Covid après vaccination. On ne sait pas la tranche d'âge. On ne sait pas si ça marche, les comorbidités, on sait très très peu de choses. Et surtout, c'est la sécurité du vaccin. Car il ne faut pas louper cette mise en place d'un vaccin. Si le vaccin entraîne des effets secondaires importants, eh bien il ne pourra pas être éligible. Mais ça, on ne le saura qu'après l'utilisation du vaccin dans la population. Voilà, pour qu'on l'utilise, mais on pense, il semble, d'après ce que j'entends, qu'on l'utiliserait tout de suite en janvier. Mais sur qui? Alors probablement sur les personnels de santé, probablement sur toutes les personnes qui sont très exposées par leur métier, ça c'est sûr. Mais après, il faudra passer aux populations vulnérables. Et là, est-ce que ce vaccin va marcher? C'est pour ça qu'on a besoin de plus d'informations sur l'essai, sur les plusieurs essais qui sont en cours. Et on peut imaginer après un vaccin, comme pour la grippe, chaque année, comme ça, avec un... Si le vaccin mute, il est possible qu'on soit amené à faire un nouveau vaccin. Si le virus mute, eh bien on sera amené probablement à faire un nouveau vaccin. Combien de temps il faudrait attendre pour pouvoir vacciner suffisamment de monde pour qu'on puisse aller vers l'éradication du virus? Théoriquement, on n'arrivera pas à l'éradication. Théoriquement, il faudrait arriver à 70-80% de la population. Mais là, moi je suis contre la vaccination obligatoire. Il faut convaincre les gens. La réticence des gens est surtout due à l'incertitude. Actuellement, on nous dit il y a un vaccin, mais on n'a pas les résultats. On ne sait pas si c'est toxique, on ne sait pas si c'est efficace et on ne sait pas si on est porteur. Si on est vacciné, on va transmettre. Donc c'est beaucoup d'incertitudes. Et j'attribue cette réticence surtout à l'incertitude et puis à une certaine défiance par rapport aux autorités qui se voient dans toutes les épidémies. Merci beaucoup Patrick Berche. Vous restez avec nous, on va vous retrouver dans le journal de 15h30. Les catholiques dans la rue, certains catholiques dans la rue ce dimanche, des dizaines de rassemblements sont prévus dans toute la France pour réclamer la réouverture des églises fermées pour cause de confinement, pour y célébrer à nouveau des messes, c'est ce qu'ils demandent. À Paris, sachez que le rassemblement prévu aujourd'hui devant l'église Saint-Sulpice a été interdit par la préfecture de police. Hilal El Aflahi, Sonia Reynaud, Witold Stanik et Maher Luff. La pluie n'a pas découragé les catholiques nantais. Un rassemblement revendicatif pour le retour des messes qui prend des allures de célébration religieuse pourtant interdite. Sous leur parapluie, le visage masqué, les fidèles entonnent des prières. Pouvoir à nouveau célébrer la messe, plus qu'un souhait, une nécessité pour ces catholiques. C'est une liberté qu'on nous supprime et je pense qu'il est très important de défendre nos libertés en ce moment. On a besoin de ça pour vivre pendant cette période très dure. Laisser les lieux de culte ouverts mais interdire les cérémonies avec public, une incohérence pour les organisateurs. On a des édifices qui sont très grands, on peut vraiment respecter les mesures barrières et
Je pense qu'à la messe, voilà, on est en prière. Il y a pas de contact en fait. À Bordeaux, c'est devant la cathédrale que les fidèles se réunissent. Quelques chants religieux résonnent sur la place avant que l'une des organisatrices rappelle les consignes. Nous n'avons pas le droit de prier. En fin de rassemblement, des chants religieux sont à nouveau entonnés. Certains fidèles s'agenouillent pour prier. Revendication similaire à Strasbourg où de nombreux chrétiens sont venus avec leurs pancartes. C'est vraiment aussi important pour moi de bien voir que de pouvoir aller à la messe. C'est ce qu'il y a de plus essentiel. Donc aller dans les églises, c'est une chance et on peut le faire, mais ne pas vivre la messe, c'est nous priver de l'essentiel. Le 7 novembre dernier, le Conseil d'État avait rejeté plusieurs recours contre l'interdiction des messes en raison de la situation sanitaire. Voilà la situation pour les fidèles catholiques. Alors comment réagissent de l'autre côté les communautés musulmanes ou encore juives face au confinement et à la fermeture de leur lieu de culte? Écoutez cet imam et ce rabbin au micro de Loïc Gazard et Antoine Lard. Concrètement, on a des offices qui sont faits en streaming, donc qui sont rediffusés en direct. Bien évidemment, on préférerait avoir la possibilité de se retrouver véritablement. On a toujours, depuis le début de l'épidémie, mis en place des protocoles sanitaires très stricts, mais en même temps, on est respectueux des lois. Chacun fait la prière chez lui, on a 5 prières par jour. Et ces 5 prières, maintenant, sont effectuées. Chacun fait la prière à sa maison, soit seul, soit avec ses enfants et avec son épouse. Mais il n'est pas question d'aller dans un lieu de culte. Naturellement, c'est très difficile à accepter parce que les mosquées, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Mais malheureusement, voilà, c'est le confinement, donc il faut le respecter parce que je pense que la vie mérite d'être vécue et malgré ces difficultés, il faut respecter le confinement. Les suites à présent de la fête clandestine à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. 2 personnes ont été interpellées, le propriétaire du loft et l'organisateur de la soirée. 300 personnes s'étaient rassemblées dans la nuit de vendredi à samedi dans un pavillon. Et le maire de la ville craint que cela se transforme désormais en cluster géant. Nous sommes au fait d'une dizaine de signalements qui nous sont parvenus depuis le mois d'août dernier. Nous rapportons des fêtes qui se passaient sur ce petit établissement, si on peut dire comme ça. Il a été retrouvé quand même beaucoup d'alcool, des préservatifs. Sans être vulgaire, c'est un bordel. C'est un cluster géant qu'on a découvert hier soir. C'est vrai que j'insiste aussi pour que les participants à cette soirée aillent se faire tester et dépister. 400 personnes sur 350 mètres carrés. Je vous laisse juge. Les commerçants toujours en guerre contre le décret leur imposant de fermer. Certains, vous allez le voir, refusent de se plier à la règle. C'est le cas de Florence Kamerman. Elle est libraire à Cannes et elle refuse de fermer malgré le confinement. Son portrait est signé Maëva Lamy avec Joanne Rouquet. C'est une scène filmée par une salariée de la librairie. Je suis parfaitement au courant et nous résistons, monsieur. Nous avons décidé d'ouvrir notre librairie. On avait conscience et l'avons annoncé au gouvernement, au président Macron lui-même, à qui j'ai adressé une lettre. Pour cette propriétaire, une fermeture est impensable pour des raisons financières, mais pas seulement. On ne peut pas fermer l'accès aux livres. Imaginez que le gouvernement est en train de fermer l'accès aux livres à Hugo, Camus, Gary. C'est juste impensable pour moi. Parmi nos lecteurs, il y a des gens qui préféraient s'affamer que de ne pas lire. Le livre est quelque chose d'absolument vital par des temps aussi anxiogènes que c'est le cas. Elle a donc décidé de rester ouverte en respectant les gestes barrières. Une initiative qui a reçu de multiples soutiens, celui du maire de la ville, David Lisnard, ou encore de dizaines d'internautes, mais surtout de lecteurs qui se multiplient dans la boutique. Ça fait partie des besoins essentiels. Il n'y a pas que l'alimentaire et c'est lié à la culture et à l'art pour moi, donc c'est essentiel d'avoir accès aux livres. On laisse ouverts les supermarchés, les gens s'entassent, on laisse ouverts les transports en commun où les gens s'entassent. Je vois pas où est le danger dans une petite librairie avec très peu de monde. Florence Kamerman devrait recevoir un procès-verbal dans les prochains jours. Sa librairie pourrait également faire l'objet d'une fermeture administrative. Et sur notre plateau ce matin, l'écrivain Alexandre Jardin a promis que des écrivains paieront les amendes de ces libraires, notamment pour cette libraire de Cannes. Les écrivains français ont décidé de payer les procès-verbaux, les amendes que les libraires recevront. Hier, vous, avec d'autres écrivains? Alors, pour commencer, l'amende que recevra cette libraire sera payée par Van Kovlart, prix Goncourt, qui me l'a annoncé hier. La prochaine librairie, ça sera moi. La prochaine, j'ai vu que Irène Frein téléphonait. On est en train de se mobiliser. Nous ne laisserons pas nos libraires tomber.
On revient sur les lieux de culte et l'interdiction des cérémonies religieuses à cause du confinement. Elisa Bertholomé du service politique de BFM TV, bonjour. À part cette proposition très concrète, si Marine Le Pen était présidente, elle était sur le plateau de BFM TV il y a un instant, peu de choses finalement ressortent. Est-ce qu'elle est plus présidentielle, plus lisse, trop lisse peut-être? Oui, c'est vrai que Marine Le Pen, quand on l'a écoutée tout à l'heure dans BFM Politique, elle est restée dans son couloir. Elle a fait du Marine Le Pen finalement sur le confinement, le Covid. Elle l'a dit, le gouvernement a raté les différentes étapes entre les deux vagues. Sur les catholiques qui demandent la réouverture des lieux de culte, ce ne sont pas des prières de rue, mais des manifestations revendicatrices. Sur Trump, elle continue de nier la victoire de Joe Biden, renvoyant aux décisions de justice. Sur certains sujets, elle est tout de même restée extrêmement prudente, Marine Le Pen. Par exemple, le documentaire Hold Up, elle a pris le parti de ne pas le condamner, mais de laisser chaque citoyen se faire une idée, se présentant de cette manière comme une vibrante défenseuse de la liberté d'expression contre la censure. Au final, on ressort de cette interview avec le sentiment que Marine Le Pen a été assez consensuelle, sans aspérité. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle a qu'une seule chose en tête, Marine Le Pen, 2022. Elle cherche donc à présidentialiser son attitude, à ne plus être seulement une figure d'opposition. C'est ce qu'elle a théorisé elle-même comme une posture d'opposition républicaine. Il faut qu'elle apparaisse comme une dirigeante politique crédible, capable de prétendre aux plus hautes fonctions, de diriger le pays, d'où sa défense de grands principes, la liberté d'expression, le droit à manifester, le respect des décisions de justice, son refus d'entrer dans une surenchère de propositions, que ce soit pour gérer la situation sanitaire ou lutter contre le terrorisme. C'est une stratégie qui fait grincer des dents en interne. Un certain cadre lui reproche d'être trop modéré, trop lisse, même de faire le jeu du gouvernement en laissant des personnalités comme Gérald Darmanin ou Marlène Schiappa, par exemple, venir sur ces thèmes de prédilection sans riposter. Merci beaucoup, Elisa, pour toutes ces précisions. À l'étranger, à présent aux États-Unis, Donald Trump va-t-il reconnaître enfin sa défaite? On va retrouver notre correspondante à Washington, Pauline Simonet. Pauline, Donald Trump semble en tout cas faire un pas. Dans un tweet ce matin, Joe Biden a gagné car l'élection était truquée, dit-il. Oui, effectivement. Alors, il faut faire de l'analyse de texte. C'est un peu compliqué de comprendre exactement ce que Donald Trump veut nous dire. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'un côté, il admet la victoire de Joe Biden, puisqu'il prononce ces mots, il a gagné. C'est la première fois qu'il le fait depuis un peu plus d'une semaine, depuis l'annonce des résultats. Mais en même temps, très rapidement, il nous dit, en fait, il a gagné parce que l'élection était complètement truquée. Donc, il ne reconnaît pas encore sa défaite. Mais en même temps, si on va un petit peu plus loin, il y a d'autres tweets dans la matinée. Il nous dit également que cette élection a été truquée, Joe Biden a triché, mais nous n'avons pas réussi à le prendre. Donc ça veut dire, ça laisse entendre que la bataille judiciaire semble être un peu perdue. Donc effectivement, on a depuis quelques jours Donald Trump qui semble faire quelques pas vers une reconnaissance de cette défaite. Un vendredi, il avait reconnu à demi-mot ou laissé entendre qu'il pourrait ne plus être là après le 20 janvier. Donc un premier pas vers une reconnaissance de sa défaite. Alors il faut dire qu'il y a eu toute une série de très mauvaises nouvelles ces derniers jours, puisqu'il a perdu toute une série de recours en justice dans l'Arizona, en Pennsylvanie, dans le Michigan, et puis la totalité des résultats ont été annoncés maintenant par les grands médias, et Joe Biden a 306 grands électeurs, donc bien plus que les 270 nécessaires pour l'emporter. Pauline, le moins que l'on puisse dire, c'est que les médias américains sont dubitatifs. Mais non, effectivement, parce qu'on a à la fois ce premier tweet qui nous réveille un petit peu ce matin, il a gagné, donc on dit ça y est, Donald Trump va petit à petit confirmer et reconnaître sa défaite. Et puis ensuite, en fait, c'est noyé par une multitude de tweets, de retweets, de vidéos, en fait, qui dénoncent des fraudes massives pendant cette élection. Il fait les mêmes accusations qu'il fait depuis le début, des accusations qui ont déjà été rejetées par les tribunaux aux États-Unis. Donc effectivement, on s'y perd un petit peu. Alors en fait, on attend, dans les médias, on attend la suite, on attend de voir si Donald Trump, par exemple, se présente à la présidentielle de 2024, puisque ce sont les rumeurs qui circulent ici à Washington. S'il le fait, ça voudra dire qu'il reconnaît qu'il a perdu ce mandat, puisqu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Puis surtout, on attend de voir s'il va signer cette autorisation pour que la transition se fasse, pour que Joe Biden puisse avoir accès au briefing de sécurité nationale, pour que surtout il puisse avoir accès aux fonds nécessaires pour faire cette transition. Une fois qu'il aura signé ce document, là ce sera clair pour tout le monde qu'il aura reconnu sa défaite et qu'il aura reconnu les résultats de la présidentielle de 2020.
Merci beaucoup Pauline Simonet, correspondante de BFM TV à Washington. Le procès Daval débute demain devant la cour d'assises de Haute-Saône à Vesoul. Jonathan Daval, accusé d'avoir tué son épouse Alexia en octobre 2017, risque la perpétuité. Ne manquez pas ces rendez-vous sur BFM TV. Daval, la série, 2 soirées, 4 épisodes sur BFM TV demain et mardi à 21h. Avant cela, retour sur cette affaire qui a intrigué la France avec Lisa Adef. Les parents d'Alexia sortent tout juste d'une confrontation avec Jonathan. Après des mois de déni, il vient de tout avouer. C'est lui qui a tué Alexia. Moi, je suis soulagée surtout. Voilà. Dès demain, Jonathan Daval va être jugé. Il aura 5 jours pour s'expliquer sur une affaire qui a bouleversé la France. Samedi 28 octobre 2017, Jonathan Daval signale la disparition de sa femme à la gendarmerie. Alexia, 29 ans, n'est jamais rentrée de son footing. Les battus ne donneront rien. C'est dans ce bois, à seulement quelques kilomètres du parcours de course, que le corps d'Alexia en partie calciné sera finalement retrouvé. L'hypothèse d'une mauvaise rencontre hante désormais les esprits. Par solidarité, une course et une marche blanche sont organisées. Jonathan participe à chaque fois et devant près de 10 000 personnes, il se présente en veuf éploré. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Dans le même temps, l'autopsie révèle qu'Alexia a été étranglée. C'est le jour de son inhumation que Jonathan Daval se choisit un avocat. Janvier 2018, Jonathan est placé en garde à vue. Il changera de version plusieurs fois. Avoue, accuse son beau-frère, parle de pacte familial secret. En décembre, finalement, il craque. À genoux, devant la mère d'Alexia. Je lui avais amené une photo d'Alexia et du chat Happy. C'est ce qui a permis la vérité. Le mari en deuil devient alors le criminel. Problème, sa version ne colle pas aux pièces de l'enquête. La reconstitution de la nuit du meurtre va livrer des détails décisifs. Madame le juge lui a dit de refaire les gestes qu'il avait faits. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir lui extirper cette vérité, donc j'étais soulagée qu'il la dise. Y a-t-il eu préméditation ? Tout l'enjeu du procès repose désormais sur cette question. Et puis terminons ce journal avec cette alerte météo. Virginie Nilsson est avec nous. Bonjour Virginie. 5 départements sont placés en vigilance orange vague submersion. Exactement, météo agitée pour ce dimanche après-midi. On a en fait une perturbation très active qui traverse donc tout le pays d'ouest en est. On dit donc qu'elle est active parce que les précipitations sont soutenues. Pour l'instant, on voit sa progression ici sur le radar des pluies. Donc elle se trouve actuellement de la Gironde vers les Ardennes en passant par le centre et le bassin parisien. Mais à son passage, donc les vents soufflent très fort. Alors on est en dessous du seuil de la tempête, mais on a quand même des rafales ces dernières heures qui ont dépassé les 100 km/h sur le Finistère, la Loire-Atlantique ou encore donc la Vendée. Et donc l'évolution cet après-midi et surtout pour ce soir avec des vents, alors même à l'intérieur des terres qui seront aux alentours de 80 jusqu'à 90 km/h. On le voit donc juste ici, mais les vents les plus forts vont vraiment souffler sur les côtes de la Manche avec des rafales localement jusqu'à 120 km/h, notamment sur la presqu'île du Cotentin ou alors sur le Pas-de-Calais. Et c'est parce qu'on est vraiment dans une situation de coefficient de marée très élevé, donc une période de grande marée avec un coefficient donc de 109 attendu au moment de la pleine mer que nous avons donc cette vigilance vague submersion. À savoir que les modèles météo voient un pic des vents forts entre 16h et 22h avec donc des rafales à plus de 120 km/h par endroit. Et c'est vraiment donc la conjonction de ces vents forts et donc de ces coefficients de marée qui induit donc cette vigilance orange. Donc pour cet après-midi sur la Bretagne, mais vraiment donc ce soir entre le Cotentin et le Pas-de-Calais, on attend des vagues entre 5 et 6 mètres et ça pourrait donc donner des inondations côtières. Donc grande prudence évidemment, mais agitation très temporaire puisque le temps va redevenir beaucoup plus calme. Dans la nuit, la vigilance sera levée normalement à partir de 3h du matin et on retrouvera un temps beaucoup plus calme pour lundi. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous nous interrogerons sur la possibilité d'avoir atteint le pic de l'épidémie en France pour la première fois depuis le début du mois d'octobre. Les autorités et le gouvernement font état d'une baisse du solde des entrées et sorties dans les hôpitaux et les services de réanimation. Les explications dans notre journal de 15h30. Vendredi, 19h. Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TV SD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TV SD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça ? Le dimanche, 18h-20h, 2 heures, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine.
BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Votre programme avec ARL Blue, la fibre recyclée pour vos couettes, oreillers et matelas qui fait du bien aux océans. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres, et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. Arrêtez de payer votre gaz trop cher. Dites stop et bénéficiez de moins 15% sur le prix de votre gaz. Appelez vite le 32 94. Eni, doublement élu meilleur fournisseur énergétique. Vendezvotrevoiture.fr est la solution la plus simple pour vendre son véhicule. C'était super simple. J'ai rentré les informations sur ma voiture en ligne et reçu directement le prix de vente final. Tout a été fait sur Internet. Lorsque je me suis rendu en agence, j'ai juste eu à signer le contrat de vente et laisser ma voiture sur place. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes? No Problémol. Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale. À prendre pendant 3 mois. Prostamol, No Problémol. One Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Allez, sois un homme. Attends, stop. C'est quoi être un homme? Je lui ai toujours dit qu'un homme doit être fort. Mais il y a fort et fort. On dit qu'un homme doit être grand. On dit qu'un vrai mec prend son courage à 2 mains. Et certains disent qu'on ne changera jamais. Vous pensiez vraiment que j'étais comme ça? Et si être un homme, c'était être prêt à porter le progrès? Un t-shirt bio à la fois, un jean recyclé à la fois. Men in Progress, Jules. Assez de prise de tête. Assez de temps perdu. Assez des imprévus. Hey Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. Volkswagen. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. Dinven, l'esprit libre. Là aussi. Encore là, et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal. Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. Votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets.
Un temps donc bien agité pour ce dimanche après-midi avec cette image ici en direct de Dunkerque avec, vous le voyez, donc de la pluie, mais aussi donc du vent fort et dans un contexte donc de grande marée. Nous avons ces 5 départements qui ont été placés en vigilance orange vague submersion par les services de Météo France. On attend d'ailleurs un renforcement du vent sur les côtes de la Manche en toute fin d'après-midi, début de soirée avec des rafales qui pourraient dépasser les 120 km/h et donc des vagues de 5 à 6 mètres sur la côte. Perturbation donc active qui traverse le pays, c'est elle qui génère donc ces pluies, mais aussi donc ce vent fort à son passage et agitation qui sera donc très temporaire puisque pour ce lundi matin, on va retrouver un temps nettement plus calme. Ciel chargé sur le nord-est, mais aussi le sud-ouest, le retour de la neige en moyenne montagne sur les Alpes du Nord, Mistral, Tramontane qui vont dégager le ciel dans le sud-est. Dans l'après-midi, très peu de changements, les éclaircies vont revenir aux abords du Massif central. Encore pas mal de vent ici en région PACA, partout ailleurs un ciel variable. Les températures en matinée vont baisser mais resteront encore assez douces sur l'ensemble de la France, si ce n'est vraiment sur l'ouest avec 12 degrés à La Rochelle ou encore à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, les températures là aussi baissent sur la moitié sud, 11 à Aurillac, 14 à Clermont-Ferrand, à Paris et jusqu'à 20 degrés pour Ajaccio. C'était votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. À la une de votre journal de 15h30, Jean Castex évoquait une légère amélioration sur le front du Covid-19 ces derniers jours. Et pour la première fois, les autorités évoquent une baisse de la tension hospitalière et en réanimation. Alors est-ce pour autant le début d'une baisse des contaminations? Pas si évident. L'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin en janvier. Ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain. C'est ce qu'estime le directeur de l'agence. Certains catholiques de nouveau dans la rue ce dimanche encore. Des dizaines de rassemblements ont lieu dans toute la France pour réclamer la réouverture des églises fermées pour cause de confinement. Ils veulent que des messes soient à nouveau célébrées. Et puis Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite? Enfin, il semble en tout cas faire un pas dans un tweet ce matin, utilisant le verbe gagner en parlant de Joe Biden, mais dénonçant toujours de la fraude. Nous essaierons de démêler le vrai du faux et ce grand flou dans un instant avec notre correspondante Pauline Simonet. C'est donc peut-être le début d'un espoir dans la lutte contre le Covid-19 en France. Pour la première fois depuis le début du mois d'octobre, le gouvernement a fait état d'une baisse du solde entre les entrées et les sorties des hôpitaux, moins 208 personnes en 24 heures. Et dans les services de réanimation, ce sont 32 personnes en moins en 24 heures. Sur cette même période, en revanche, 359 personnes sont toujours décédées. On en parle avec notre invité Patrick Berche. Bonjour, membre de l'Académie nationale de médecine et ex-directeur de l'Institut Pasteur. Est-ce que ces chiffres vont dans le sens peut-être de se dire qu'on a atteint ce pic tant attendu? On ne l'a pas encore atteint, mais il semble que d'ici quelques jours, on va l'atteindre. Donc c'est le résultat des mesures de confinement, même si elles ne sont pas toujours respectées. Et la manifestation de 400 personnes en est un bel exemple. Donc il y a encore des trous dans la raquette, si je puis dire, mais on tient le bon bout, parce qu'il y a quand même un effort de la population pour essayer de respecter au mieux les mesures de restriction qui ont été imposées par le gouvernement. Ça veut dire qu'on pourra, si ça se confirme, à partir du 1er décembre, progressivement relâcher un petit peu ces mesures, ou est-ce qu'il faut quand même continuer par précaution? Très progressivement, mais vous savez, la grande erreur, ça a été de ne plus se confiner à partir de mai. En sortant du déconfinement, c'était l'euphorie. Tout le monde s'est laissé pendant les 2 mois de vacances, en particulier. Il n'y avait plus aucune règle. Et ça a été une erreur selon vous. Là, il y a une erreur oui, c'est une erreur. Le déconfinement, il faudra le faire progressivement. Il est sûr que les petits commerces pourraient être rouverts, par exemple les librairies, auxquelles je tiens particulièrement. Mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, mais il faut que ce soit pas fait n'importe comment. Il faut que ce soit bien avec des règles, et surtout que les gens qui sont responsables de ces commerces respectent la réglementation si on les rouvre. Mais il faudra continuer. Cette épidémie va encore durer pendant des mois. C'est absolument certain, parce qu'on est loin de l'immunité collective, on est loin encore de l'utilisation du vaccin pour toute la population, très loin de ça encore, donc on peut s'attendre à ce qu'on ait une circulation et qu'on ait des rebonds du virus si on se relâche.
Merci Patrick Berche. On vous retrouve dans un tout petit instant. Le temps de voir donc ces premiers effets positifs du couvre-feu, puis du second reconfinement. Mais il y a également cet espoir désormais d'un vaccin, un vaccin en tout cas que promettent certaines autorités, l'Agence européenne des médicaments notamment, et qui espère qu'il sera disponible d'ici le mois de janvier. Marine Le Pen était l'invitée de BFM Politique à la mi-journée. Et concernant ce vaccin, elle a notamment déclaré que les citoyens sont libres. On l'écoute. Moi, je dirais à nos concitoyens qu'ils sont des citoyens libres. Et que par conséquent, c'est à eux, en leur fort intérieur, de décider s'ils souhaitent se vacciner ou s'ils ne souhaitent pas se vacciner. Je vais d'abord attendre de voir ce qu'il en est de ce vaccin. Moi, en ce qui me concerne, je me vaccinerai, mais je ne forcerai personne à se vacciner. Voilà, parce que je considère qu'on est en liberté. Sur le vaccin, Patrick Berche, distribution en janvier, ça vous paraît un peu juste? C'est un peu juste. Ça me semble une déclaration un peu... Alors, pour l'obligation vaccinale, moi je suis uniquement pour l'obligation pour les enfants, les petits-enfants. Je ne parle pas du coronavirus, mais les obligations vaccinales en général. Mais je suis contre une obligation de masse. Il faut arriver à convaincre la population que ce vaccin est de bonne qualité, qu'il immunise, qu'il empêche la propagation du virus et qu'il n'est pas toxique. Donc quand on aura tout cela, c'est pour ça que j'ai quelques doutes sur l'utilisation du vaccin à grande échelle avant le mois de septembre ou peut-être le mois de juin. Il faut être donc très vigilant et bien sûr, la réticence des Français, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le vaccin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'informations. Ils ont été, dans le passé, ils ont eu quelques raisons d'avoir une certaine défiance et donc dans toutes les épidémies, il y a des défiances, il y a aussi des fake news. On en a un bel exemple actuellement. On entend tout et son contraire sur les réseaux sociaux sans aucune preuve. Et il faut quand même dire que c'est inadmissible de propager des fausses nouvelles éventuellement. Merci Patrick Berche d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Et en ce confinement qui sera encore à respecter jusqu'au 1er décembre au moins, plusieurs manifestations de catholiques ont eu lieu aujourd'hui contre l'interdiction des cérémonies religieuses. À Paris, le rassemblement prévu à 17h devant l'église Saint-Sulpice est interdit par la préfecture de police. Mais à Bordeaux, à Rennes, à Lyon, à Nantes ou encore à Valence, des manifestations se sont tenues. Notre invité il y a un instant, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, appelle les protestataires à la patience. On leur écoutera dans quelques instants. Une question également, parce qu'on en parlait avec vous, Patrick Berche, ça vous a choqué évidemment cette soirée clandestine qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans le Val-de-Marne. Comment est-ce que c'est possible en temps de confinement, placer plus de 300 personnes dans un pavillon sans geste barrière, malgré le confinement et dont une personne au moins est positive au virus? C'est ce qu'il s'est passé donc vendredi soir à Joinville-le-Pont. 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Oui, exactement, il s'agit du propriétaire de ce loft ainsi que de l'organisateur de la soirée. Reportage sur cette bombe sanitaire à retardement de Damagassa, Quentin Trigaudet avec David Hunal. Sur cette vidéo amateur, de la musique et des dizaines de personnes en train de danser. Dans la nuit de vendredi à samedi, cette villa a été le terrain de jeu de plusieurs centaines de fêtards. Dans cette fête clandestine, aucun geste barrière n'est respecté. Sur des vidéos amateurs, on voit plusieurs personnes dans un lieu clos, sans masque ni distanciation physique. Cette soirée irrégulière intervient en pleine période de confinement et une personne positive au Covid-19 participait à la fête selon la préfecture de police. Dans un communiqué, les autorités invitent tous les autres participants à se faire dépister. L'événement pourrait devenir un important foyer de contamination. C'est typiquement dans ce genre de lieu où il n'y a pas le masque, où on est confiné, où les gens chantent, dansent et postillonnent à tout va, qu'on se contamine. Donc effectivement, c'est irresponsable. D'où l'impératif pour les autorités de retrouver au plus vite les participants. Il faut absolument repérer tous les gens qui étaient à cette fête, les tester, regarder, voir quels ont été leurs contacts, en particulier la personne qui était positive. C'est très important parce qu'il faut vraiment couper absolument cette chaîne de contamination. Selon le maire de la ville, ce n'est pas la première fois que cette villa accueille une soirée de ce type sans respect des gestes sanitaires. La municipalité annonce qu'elle portera plainte ce lundi.
Dans l'actualité internationale, cette question, Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite? On retrouve notre correspondante à Washington, Pauline Simonet. Pauline, Donald Trump semble en tout cas faire un petit pas. Dans un tweet publié ce matin, il a écrit « Joe Biden a gagné, oui mais car l'élection était truquée ». Oui, effectivement. Et Donald Trump, finalement, qui donne un rectificatif cinglant après avoir fait cette déclaration. On imagine qu'il y a eu pas mal de messages en panique du côté de la Maison-Blanche après ce tweet où Donald Trump évoquait effectivement une victoire de Joe Biden. Donc là, non. Dans 2 tweets successifs, il rectifie catégoriquement. Non, l'élection a été truquée, nous allons gagner. Et puis, Donald Trump, dans un tweet suivant, nous dit Joe Biden a gagné uniquement dans les yeux des fake news. Je ne concède rien du tout. Attention, ça c'est la partie la plus importante. Il ne concède rien du tout. La route sera encore longue. Cette élection a été truquée. Donc effectivement, rectificatif. Donald Trump ne concède rien du tout. La route sera encore longue, même si on a du mal à l'imaginer, puisqu'effectivement les mauvaises nouvelles se sont accumulées la semaine dernière dans le camp de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire de plus en plus de lapsus. Vendredi, depuis les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump avait évoqué la prochaine administration Biden avant de faire un peu marche arrière en disant enfin nous verrons, le temps nous dira qui sera à la tête de cette prochaine administration. Donc effectivement de plus en plus de lapsus. Donald Trump sait que le combat, la bataille judiciaire, elle est quasiment perdue. Merci beaucoup, Pauline Simonet, correspondante de BFM TV à Washington. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on parlera bien sûr de cette situation aux États-Unis, de ces réactions, ces tweets de Donald Trump, mais aussi de l'épidémie, avec peut-être un pic qui a été atteint. On en reparlera dans quelques instants. Inédit BFM TV. Daval, la série. 2 soirées, 4 épisodes. Demain et mardi, 21h, sur BFM TV. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Découvrez la BMW série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres, et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Elle, c'est Julie. Et elle n'en peut plus. Insultes, humiliations, coups. Il avait juré qu'il ne recommencerait plus. Mais ça a continué. De plus en plus fort. Alors pour se sauver et sauver son fils, ce soir, Julie est partie. Mais pour pouvoir partir, il faut avoir quelque part où aller. Et comme ce soir, il n'y a plus de place dans le centre d'accueil, Julie rentre chez elle. Par manque de moyens, les structures d'accueil spécialisées refusent chaque année des milliers de femmes victimes de violences. Pour les aider, faites un don à fondationdesfemmes.org. Pour les entreprises qui continuent de recruter, les jeunes diplômés qui cherchent un premier emploi et les cadres qui pensent à leur évolution professionnelle, l'APEC est là. Plus que jamais mobilisé à vos côtés, à distance et dans les centres APEC. Rendez-vous sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. J'ai failli oublier les huîtres. Ça aurait été dommage. Oui, juste pour te dire, on est sur la route. Ok, top. Je vous laisse, il me reste plein de trucs à finir. Bisous, bisous. Bisous. C'était ma sœur. Tu verras, elle est hyper sympa. Par contre, avec son mari Patrick, ils sont jamais d'accord. Bon, c'est pas vrai. Bah si. Il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors oui, c'est super, il les apporte. Mais comme d'habitude, il va toutes les manger. Jamais vu ça. Et enfin, mon père. Grand fan de Joe Dassin. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas ramené d'huîtres, je les ai déjà toutes mangées. Ok. Non. On a tous très envie de passer Noël ensemble. En attendant, restons connectés avec les réseaux fibres, 4G et bientôt 5G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.
A-t-on encore envie de placer son argent sans savoir comment il est placé? Choisir Maïf, c'est choisir d'agir pour l'emploi et l'environnement avec l'épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Innovation, opportunité, défi, mais aussi nouvelles tensions. Tout va vite. L'information, vous y avez accès. Mais l'analyse, qui vous la donne? Nous nous appelons l'Express, mais nous prenons le temps. Le temps pour vous raconter l'histoire qui se cache derrière les gros titres. Depuis notre création en 1953, nous faisons appel aux plus grands penseurs pour apprendre du passé et anticiper demain. Indépendant, ouvert sur l'international, libéral, l'Express assure un traitement en profondeur de l'actualité pour vous offrir une perspective globale sur les sujets qui comptent vraiment. Vous voulez prendre les bonnes décisions? Dans cette nouvelle époque, rejoignez le Nouvel Express. Découvrez dès maintenant tous nos articles en illimité et profitez de notre offre d'abonnement papier, digital et podcast à seulement 1 € par mois sans engagement. Rendez-vous sur l'express.fr. L'Express, savoir quoi penser de ce monde. 15h45 bientôt sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Joe Biden a gagné. Oui, mais dans une récente série de tweets, Donald Trump évoque un peu cette élection toujours contestée. On essaye de démêler un petit peu le faux du vrai avec vous, François Durper, consultant États-Unis à BFM TV. On est perdu, il faut le dire, dans cette série de tweets. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette communication? Oui, on en vient à regretter le temps d'avant de la communication politique où c'était simple. Les équipes se réunissaient à la Maison-Blanche et le président prenait une décision et ensuite c'était une conférence de presse ou un communiqué de presse et le message était stable. Là, on suit les circonvolutions psychologiques du président via son fil Twitter. C'est un peu comme un labyrinthe à l'intérieur de son état psychique. Alors, on va regarder ces derniers tweets. Là, il semble effectivement à la fois reconnaître que Joe Biden a gagné, mais non, ça, on verra celui-là beaucoup plus tard. C'est là où il explique, voilà, celui-là. Bon, là, élection truquée, nous allons gagner. Sauf qu'une demi-heure plus tard, et une demi-heure plus tôt, il disait bon que Joe Biden avait gagné, mais que c'était aux yeux des fake news médias, des médias. D'ailleurs, maintenant, vous avez quasiment tous les médias sont des fake news médias, y compris Fox News. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est très difficile pour lui de reconnaître cette défaite. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, pour lui, il s'agit pas d'avoir, mais d'être. C'est-à-dire, c'est pas j'ai perdu, c'est je suis un perdant. Ça met vraiment en jeu quelque chose de très fort chez lui. Et d'autant plus que son adversaire, il l'a qualifié pendant des semaines et des semaines de loser. Comment perdre face à un loser? Ça, c'est très compliqué pour lui. C'est comme en sport. Vous reconnaissez d'autant mieux la défaite que vous respectez votre adversaire. Il y a aussi cet autre tweet un peu plus tôt, parce qu'il y en a eu plusieurs, effectivement, qui sont succédés en peu de temps. François, autre tweet qu'on comprend pas bien, on va essayer d'expliquer avec notamment là cette société privée Dominion. Dominion Voting Systems. Alors là, faut voir vraiment. Alors, sur quoi s'appuie Donald Trump? Faut pas imaginer Donald Trump complètement fou dans sa Maison Blanche. Il a quand même des choses dans la tête et qu'il partage avec ses électeurs. En tout cas, 50 millions de gens, parce qu'il y a 70% des républicains qui le suivent dans cette aventure. Pas tous ses électeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Dominion Voting Systems? C'est un logiciel de vote. Et ce que Donald Trump reproche à ce système, c'est que son PDG est un ancien partenaire d'affaires de Nancy Pelosi, vous savez, la présidente de la Chambre démocrate. Sauf qu'en regardant de plus près, donc qu'est-ce qu'il entend par là? On aurait trafiqué les votes, notamment dans le Michigan, et évidemment, ça c'est quelque chose qui remettrait en cause complètement le vote dans ces États. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur de l'équipe des gens qui ont travaillé pour Dick Cheney, donc il y a des républicains, des démocrates, et jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'élection du fait de ce logiciel de vote, c'est un peu évidemment un raccourci. Alors forcément, dans cette communication très floue de Donald Trump, François Durper, on aimerait savoir pourquoi Donald Trump a autant de difficultés à reconnaître sa défaite. Mais parce que autour de lui, son entourage est aussi divisé. C'est divisé dans sa tête, mais c'est divisé dans son entourage. Autour de la table de famille, il y a déjà Eric et Donald d'un côté, les deux fils, qui lui disent « Papa, tu vas jusqu'au bout ».
vraiment jusqu'au bout, très proche des milieux identitaires, des milieux plus à droite. Et puis il y a Ivanka Trump et Jared Kushner, gendre, qui dit non, il faut être raisonnable. Pareil dans l'entourage juridique. D'un côté, Giuliani, qui est le faucon, qui dit il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et puis d'autres avocats qui disent bon, on va explorer les pistes, mais ça semble quand même très compliqué. Pareil aussi dans l'entourage politique, qui est très divisé. Vous voyez, les grands pontes du Parti républicain s'abstiennent un petit peu de faire des déclarations publiques et ne veulent pas insulter l'avenir. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour Donald Trump, donc ils se disent pour 2024, on va faire attention. Et donc il n'y a pas de ligne claire qui se dégage et on va sans doute encore pendant quelques heures et quelques jours attendre ce fameux coup de fil à Joe Biden, mais ça semble pas être pour aujourd'hui. Merci beaucoup François Durper, consultant États-Unis BFM TV. Merci pour toutes ces précisions et explications. Tout de suite, c'est votre chronique. Prenez soin de vous.